Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire organisé par le Centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive basé à Lyon. Je suis Aude, la documentaliste webmaster du Centre ressources. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien pour commencer? Parfait. Alors, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Anthony Robin, qui travaille en tant que psychologue dans le champ de la santé mentale de l'adulte depuis 25 ans. À partir de 2012, M. Robin a commencé à intégrer dans sa pratique l'éducation thérapeutique du patient et le concept de rétablissement. Après avoir longtemps travaillé à Paris, il s'est installé en Dordogne en 2017, fin 2017, et il intervient désormais sur le pôle Bergerac de l'hôpital Vauclair. Il a créé le C2A de Bergerac fin 2017 avec le soutien de l'équipe de direction de l'hôpital Vauclair. Et depuis 3 ans, ils développent ensemble ce modèle innovant de centre de formation au rétablissement, ouvert aux usagers et aux familles. Donc avant de laisser la parole à M. Robin, quelques mots rapides sur le déroulement de ce webinaire. Vous assisterez tout d'abord à une présentation entre 25 et 30 minutes qui sera suivie de 30 minutes de temps de discussion et d'échange. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, nous vous demanderons de les écrire dans le chat si vous le souhaitez, ou bien d'attendre la partie discussion et échange pour les poser de vive voix. En attendant, je vous demanderai en attendant la partie questions-réponses, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros si vous ne prenez pas la parole également. Et donc, ce webinaire, pour mémoire, il est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas également que votre image soit diffusée, vous pourrez ne pas activer votre caméra. Et donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire d'ici quelques jours, semaines, sur le site internet du Centre Ressources. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse à présent la parole à M. Robin. Alors, on y va. Bien, donc voilà, vous m'avez déjà présenté, donc Anthony Robin, psychologue au sein du pôle Bergerac de l'hôpital Vauclair en Dordogne, et je vais donc vous présenter un petit peu le C2A, donc le centre de formation au rétablissement de Bergerac. Alors, on est parti d'un constat quand je suis arrivé en 2017. Alors, il faudrait que j'arrive à enlever ça parce que ça intervient sur mon écran. Attendez 2 petites secondes. Un petit problème technique. Hop. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Voilà. Donc, le point de départ, quand on a commencé à réfléchir au projet C2A avec le docteur Angélique de Serval sur le pôle Bergerac fin 2017, on souhaitait améliorer des difficultés qu'on avait constatées ensemble et finalement qui étaient des difficultés que j'avais moi aussi déjà constatées dans le champ de la santé mentale de l'adulte à Paris. Parmi ces difficultés, on a pointé la prévention insuffisante et le retard dans le diagnostic, une information insuffisante des usagers, très demandeurs d'informations notamment sur les effets thérapeutiques et secondaires des traitements. Il y avait un soutien et une information aussi insuffisant des familles à tous les stades de la maladie, encore un effet traumatique des hospitalisations sous contrainte, aussi un rétablissement fonctionnel qui ne concerne pas l'ensemble des patients, qui sont encore trop nombreux à ne pas dépasser le stade de la stabilisation. Donc, dans le rétablissement, je distingue en effet 3 niveaux. Le niveau 1, donc le stade du rétablissement clinique, où les psychiatres parlent souvent de stabilisation. Le niveau 2, qui est un rétablissement fonctionnel, où la personne va pouvoir retrouver des capacités. Et puis le niveau 3, qui est le rétablissement social, on peut dire le retour à la vie sociale de la personne, qui peut enfin tenir le rôle social qu'elle souhaite jouer. Autre difficulté, l'isolement social et le niveau de qualité de vie très faible des personnes, qui est un petit peu en lien avec le point précédent. À défaut d'atteindre un rétablissement fonctionnel, les personnes n'arrivent pas à vraiment réintégrer, retrouver une vie sociale. On a constaté également toujours la persistance de risques suicidaires élevés, des structures de soins parfois dépassées et peu attractives. C'était pointé déjà en 2016 dans le rapport Laforcade et ça demeure. Il y a parfois quand même des problèmes avec les hôpitaux de jour. C'est des structures aujourd'hui parfois où les jeunes personnes en début de maladie ne souhaitent pas aller, une dimension encore très chronique. Voilà. Et puis encore un accompagnement de santé mentale globalement qui est assez stigmatisant et cloisonné. Donc, on a souhaité au tout début, au démarrage du projet, on a souhaité s'appuyer un petit peu sur les expériences en France et à l'étranger et essayer de sélectionner des techniques de soins qui étaient validées et reconnues dans le champ de la santé mentale de l'adulte. Donc, on a retenu rapidement le concept de rétablissement, le case management, l'éducation thérapeutique, les TCC de 3e vague, notamment la thérapie ACT,
la méditation de pleine conscience, l'activité physique adaptée, l'entraînement aux habilités sociales et la pérénance. Et à partir de là, on a construit, donc, dès 2018, le modèle C2A. Donc, le C2A, ça veut dire Club Action Avenir. C'était déjà un intitulé sur lequel j'avais travaillé avant d'arriver à Bergerac. Et c'est les usagers eux-mêmes, dans un brainstorming, on avait essayé de trouver un nom qui pouvait convenir aux usagers. Et c'est eux qui avaient trouvé les termes Action Avenir, action en référence à la capacité d'agir, et avenir en référence à l'espoir. Donc, capacité d'agir, espoir, deux piliers dans la démarche de rétablissement. Donc, le C2A de Bergerac, tel qu'on l'a pensé début 2018, c'est un centre de formation au rétablissement qui est librement accessible aux personnes de 18 à 35 ans en situation de vulnérabilité psychique et aux familles. Donc, la spécificité du C2A, c'est d'accompagner à la fois les usagers et les familles qui le souhaitent. Et puis, c'est un dispositif qui est complémentaire des soins médico-psychiatriques dispensés par l'hôpital ou par les psychiatres de ville. L'intérêt, c'est qu'effectivement, avec le C2A, les personnes peuvent être suivies ou bien par les psychiatres du pôle Bergerac, mais pour une part, elles sont suivies en ville, et c'est l'autre intérêt de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif hybride qui est à la fois un lieu de formation au rétablissement, à travers un suivi individuel en éducation thérapeutique et des groupes en éducation thérapeutique en lien avec la démarche de rétablissement, l'objectif étant de permettre aux personnes d'acquérir les connaissances et les compétences utiles pour se rétablir. Et puis, dans le même temps, c'est un lieu de soins psychothérapiques à travers la psychothérapie ACT que les deux psychologues coordonnateurs vont mener avec les personnes qu'ils accompagnent en individuel. Donc là, on est dans les TCC troisième vague. Et puis, il y a un travail, d'une certaine manière, de restructuration cognitive, puisque les personnes, progressivement, au fur et à mesure de l'avancement de leur démarche de rétablissement, se transforment et on peut dire qu'elles acquièrent une nouvelle identité. Et finalement, elles arrivent à dépasser leur vulnérabilité pour reconstruire un projet de vie sociale, retrouver de l'estime de soi, une image positive d'elle-même. Et voilà, il y a quelque chose d'une renaissance un petit peu qui émerge. Et je reprends la phrase là de Luc Vigneault, je suis une personne, pas une maladie. Il y a un vrai travail pour les personnes de désidentification à la maladie psychiatrique qui est très important pour nous. Les objectifs du C2A, c'est d'abord en priorité améliorer la qualité de vie des personnes concernées grâce à un haut niveau de rétablissement, c'est-à-dire permettre avec le temps l'accession pour les personnes au niveau 3, c'est-à-dire un retour à la vie sociale. Deuxième objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie des familles à tous les stades de la maladie de leurs proches. Ensuite, favoriser la prévention et l'intervention précoce, soutenir le développement de la pérénance et promouvoir le rétablissement. Alors, le C2A, dans son fonctionnement, on distingue l'accompagnement des usagers et l'accompagnement des familles. Pour les usagers, on s'est appuyé un petit peu sur les recommandations de l'OMS. Nous, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes. L'OMS nous dit une bonne qualité de vie, ça passe par une bonne santé. Et une bonne santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. On pourrait dire un état de bien-être global. Et vous allez voir un petit peu après dans le détail de l'accompagnement, tout ce qui est fait au sein du C2A a pour but de renforcer effectivement le bien-être physique, mental et social de la personne. Ce travail va permettre à la personne de développer ses forces, de les utiliser au maximum. Et puis à côté de ça, on va faire aussi tout un travail sur les vulnérabilités pour aider les personnes à mieux les percevoir et surtout à faire en sorte que certaines de ces vulnérabilités puissent diminuer, peut-être même voire disparaître. Et l'augmentation des forces et la diminution des vulnérabilités va permettre à la démarche de rétablissement de se déployer et finalement à la personne petit à petit de réaliser son projet de vie. Pour les familles, on va être là dans de l'information et du soutien et l'objectif, ça va être d'aider les familles à être des acteurs du rétablissement de leurs proches malades. Alors, sur ce schéma, on voit un petit peu l'ensemble des actions du C2A. 4 axes qui sont réservés aux usagers et un cinquième, on en parlera après, pour les familles. Donc les 5 axes qui concernent les usagers, c'est se rétablir, bouger, se sentir bien, retrouver une vie sociale. Donc on voit bien là le centre de formation et rétablissement qui est axé sur la prévention, la promotion et l'éducation à la santé. L'idée du C2A, c'est d'essayer finalement d'aider les personnes à travers cette formation au rétablissement à bien identifier quels sont tous les leviers pour être en bonne santé, dans le sens tous les leviers qui permettent de retrouver un état de bien-être global, physique, psychique et social. Alors, le premier axe, se rétablir, on va former les personnes à la démarche de rétablissement et puis on va les accompagner à tous les stades du rétablissement. Je vais vous détailler un petit peu après comment ça se passe plus précisément. L'axe bouger, on va là aider les personnes à acquérir une pratique autonome de l'activité physique et un mode de vie moins sédentaire.
Se sentir bien, on va aider les personnes à mieux équilibrer leur alimentation et à mieux gérer leurs émotions. Et retrouver une vie sociale, on va aider les personnes à sortir de l'isolement. Déjà, le fait d'intégrer le C2A est une première étape dans la resocialisation, souvent pour les personnes. Et l'idée ensuite, ça va être de les aider à mieux gérer leurs relations. Et puis enfin, dernière étape du rétablissement, on va essayer de les aider à tenir le rôle social de leur choix. Ça peut passer par la formation, l'emploi, le bénévolat, l'association ou un projet de vie plus personnel. Peu importe, chaque personne va choisir un petit peu finalement le projet de vie social qui lui convient. Et les dernières actions concernent les familles à travers donc une permanence famille qui leur est dédiée. Et là, l'objectif, c'est d'informer les familles, de les soutenir, de les accompagner. Et c'est une permanence qu'on fait fonctionner, qu'on anime, qu'on co-anime avec l'UNAFAM 24. Alors, rapidement, le premier axe, se rétablir, comment ça se passe en détail. On va donc accompagner les personnes à tous les stades du rétablissement à travers un suivi individuel. Donc, on est 2 psychologues sur le C2A, coordonnateurs de parcours en rétablissement, Marine Blondel qui est connectée, je crois, et puis moi-même. Donc là, dans ce travail de coordination de parcours, on peut reprendre le terme anglo-saxon case manager, le psychologue coordonnateur va vraiment aider la personne à identifier les objectifs de son projet de vie, ses forces, ses vulnérabilités. On va faire tout un travail de planification des actions, identifier les soutiens dont la personne va avoir besoin pour atteindre ses objectifs. Et puis, il y a un travail un petit peu d'évaluation tous les 6 mois et puis au fur et à mesure de l'évolution du projet de vie de la personne. Et on va beaucoup utiliser l'entretien motivationnel pour aider justement la personne à s'engager dans des actions visant à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Deuxième mission du suivi individuel, ça va être des entretiens individuels en ETP. Donc les psychologues coordonnateurs, on va aussi intervenir en éducation thérapeutique à travers un diagnostic éducatif initial, mais finalement qui sera mis à jour un petit peu en continu tout au long de l'accompagnement. L'objectif étant pour nous à chaque fois de bien identifier les besoins de la personne et finalement de se poser à chaque fois la question quelles sont les compétences et les connaissances que la personne va avoir besoin d'acquérir pour avancer dans sa démarche de rétablissement. Et troisième action du psychologue dans le cadre du suivi individuel, c'est la thérapie ACT. L'objectif, c'est vraiment d'aider la personne à sortir d'une position de lutte pour atteindre progressivement une position d'acceptation, arriver à se connecter un petit peu plus à l'instant présent, être dans la diffusion cognitive pour progressivement mettre en place des actions qui soient beaucoup plus en phase avec les valeurs de la personne et la vie qu'elle souhaite avoir. L'objectif étant d'aider progressivement la personne à vivre la vie qui lui convient. Donc ça, c'est tout le travail du suivi individuel. Et puis, à côté de ce travail un peu d'accompagnement au rétablissement, il y aura un travail de formation au rétablissement qui va d'abord passer par une formation initiale, 4 séances de 2 heures. Donc là, on est dans de l'ETP en groupe. Et puis ensuite, il y aura des modules complémentaires qui vont, là aussi, permettre à la personne d'acquérir donc les connaissances et les compétences dont elle a besoin pour se rétablir. Les groupes Paris, il y en a 2, 1 et 2. L'objectif étant de permettre aux personnes d'échanger, de s'entraider autour de leur plan d'action de rétablissement individuel. Paris, ça signifie plan d'action de rétablissement individuel. Dans le cadre du suivi individuel, chaque personne commence et construit progressivement son plan d'action de rétablissement et dans les groupes Paris, les personnes justement s'entraident pour réaliser les objectifs de leur plan et avancer. On a un groupe sur la prévention des rechutes et on est en train de construire un outil individuel de prévention des rechutes et de gestion de crise qui sera intégré au plan de rétablissement, un groupe prévention des addictions qu'on co-anime avec une infirmière en addictologie, un groupe médicaments avec la pharmacienne de l'hôpital Vauclair, un groupe entendeur de voix. Voilà, donc il y a tout un tas de groupes qui viennent comme ça en appui de la formation initiale au rétablissement. Deuxième axe important pour nous, bouger. Donc là, c'est notre enseignante en activité physique adaptée, Anaëlle Lacour, qui, dès l'arrivée, va essayer d'encourager tous les usagers du C2A à participer à des séances d'activité, en individuel ou en groupe. Elle va être dans un travail d'évaluation, évidemment, des besoins des personnes, donc dans le cadre d'un diagnostic éducatif. Elle va aider les personnes à se redonner des objectifs. Elle va être évidemment dans un travail de prévention, de promotion et d'éducation à la santé en lien avec l'activité physique, et puis un travail d'évaluation aussi des
progrès un petit peu de la personne au fur et à mesure des actions qu'elle va mettre en place dans ce champ. Et puis la personne donc aura le choix d'un suivi individuel en activité physique adaptée, avec des séances en salle, en extérieur ou en visioconférence, ou de plutôt faire des groupes d'activités, pareil en salle, en extérieur ou en visio. Et les personnes ont évidemment le choix de faire à la fois le suivi individuel, si elles le souhaitent, et puis aussi les groupes. Se sentir bien, là on va être sur 2 actions, une ciblée sur l'alimentation, une autre ciblée sur les émotions. Sur l'alimentation, donc là on va intervenir avec une diététicienne qui proposera des suivis individuels ou des groupes alimentation. L'objectif étant, quelle que soit la forme, de permettre à la personne d'acquérir les éléments de base de l'équilibre alimentaire, les connaissances de base voilà, en équilibre alimentaire, et puis de pouvoir progressivement réaliser des changements durables dans son alimentation. Et puis dans le champ des émotions, là l'objectif, ça va être dans le cadre de groupes, des groupes gestion des émotions, de pouvoir permettre aux personnes de découvrir des techniques pour mieux vivre avec ces émotions, cohérence cardiaque, yoga, méditation de pleine conscience, avec un niveau initiation et puis un niveau approfondissement. L'objectif pour nous, ça va être dans les années qui viennent maintenant, d'investir un petit peu plus encore ce champ de la gestion des émotions et notamment avec la méditation de pleine conscience. Retrouver une vie sociale, donc là, on va être avec 2 actions qui sont complémentaires. Une première action, c'est les groupes vie sociale pour aider les personnes à mieux gérer leurs relations. Donc là, on est dans des groupes d'entraînement aux habilités sociales avec 3 niveaux d'intervention. Un premier groupe qui donne un petit peu les compétences de base pour s'approprier les principes d'affirmation de soi. Et puis 2 groupes complémentaires ensuite pour aller un petit peu plus loin dans les mises en situation et dans l'appropriation des concepts. Et puis, on a le groupe emploi accompagné, co-animé avec une assistante sociale, où là, on va essayer, on est en lien là, avec les partenaires, donc les acteurs locaux du retour vers l'emploi, de la formation, Cap Emploi, à réinsertion, le SIPV. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux usagers de pouvoir échanger entre eux sur toutes les démarches qu'ils mettent en place pour retourner vers l'emploi, parler des dispositifs qu'ils utilisent pour aider chacun un petit peu à construire sa propre démarche. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et le dernier axe donc, concerne les familles, le soutien des familles. Donc là, on utilise la permanence famille qu'on a créée. Elle fonctionne les 3 premiers mercredis de chaque mois de 17h à 19h. Elle est anonyme et sans rendez-vous et elle est donc co-animée en partenariat avec l'UNAFAM 24. Donc là, on est dans de l'ETP à destination des proches. Alors, cette permanence, elle est ouverte évidemment aux familles, aux proches des usagers du C2A, mais elle est ouverte à toutes les personnes du bassin de vie du Bergeracois qui souhaitent être accompagnées par rapport à un proche qui souffre d'un trouble psychique chronique. Avec 4 missions pour cette permanence famille: informer, soutenir, prévenir et favoriser l'intervention précoce. L'information, c'est évidemment informer sur les troubles psychiques, sur les soins psychiatriques, la démarche de rétablissement. Informer aussi, nous, pour faire passer l'espoir, c'est l'objectif aussi. Le soutien, c'est d'aider les parents à sortir de l'isolement et favoriser aussi, comme on le fait pour les usagers au sein du C2A, l'entraide entre parents. La prévention des rechutes et des suicides, qui est une priorité là aussi, permettre aux familles de pouvoir mettre en acte des actions justement pour éviter une rechute. Et puis l'intervention précoce, là l'objectif, et on va essayer de développer encore plus cette dimension d'intervention précoce et de prévention, c'est d'aider les familles à comprendre la nécessité très tôt de consulter un professionnel de santé pour mettre en place des soins adaptés, accompagner les familles justement pour trouver le bon professionnel, donc orienter les familles. L'objectif étant pour nous d'arriver à diminuer les risques de survenue d'une situation de handicap psychique et puis la perte de chance qui est due à un diagnostic tardif. Donc là, vraiment, on a le souhait dans l'année qui vient et puis maintenant de pouvoir développer encore plus cette intervention précoce. L'équipe du C2A, rapidement, donc on rappelle, le C2A, c'est un dispositif non médical, complémentaire donc des soins psychiatriques déjà mis en place au CMP, à l'hôpital de jour ou avec un psychiatre de ville. Donc au sein du C2A, je suis donc coordinateur, donc responsable pédagogique, donc je sélectionne un petit peu les enseignements et je les coordonne, et puis j'assure le développement du dispositif et son évaluation en lien avec l'attaché de recherche clinique. Donc ensuite, on est 2 psychologues coordonnateurs de parcours pour les suivis individuels, donc, tels que je les ai décrits tout à l'heure, l'enseignante en activité physique adaptée, la diététicienne, le praticien en méditation de pleine conscience, et puis donc notre attaché de recherche clinique qui, elle, assure une veille scientifique et puis analyse un peu les données chiffrées. Je vais vous en dire quelques mots. On a les intervenants ponctuels, la pharmacienne, l'infirmière en addictologie, l'assistante sociale, l'UNAFAM, donc les délégués UNAFAM avec nous sur la permanence, Cap Emploi, le SIPB, voilà, tous les intervenants du champ de l'emploi.
Et puis récemment, des pairs ressources en santé mentale, puisque maintenant, on va intégrer, à partir de ce début d'année, des pairs ressources au sein de l'équipe du C2A qui pourront être avec nous dans l'accueil, le suivi individuel et tout un tas d'actions. Je pense aussi en ce qui concerne la prévention et l'intervention précoce. On a tout à construire aussi dans ce champ-là. Alors, les valeurs du C2A, pour nous, c'est d'abord la bienveillance envers soi et les autres, l'entraide évidemment, puisque l'idée, c'est de permettre aux usagers de s'engager dans une démarche de rétablissement, mais aussi de contribuer au rétablissement des autres. Donc, il y a une entraide qui est très importante pour nous. L'intelligence collective, quand on est à plusieurs, ben, évidemment, les savoirs sont beaucoup plus importants et c'est fondamental. Et puis, la croyance dans la capacité de chacun à se rétablir. Un petit mot sur la pérédance, puisque le C2A donc, a participé à la création d'Esper Dordogne, donc une association qui vise à promouvoir le développement de la pérédance en Dordogne. Donc, on l'a fait avec l'UNAFAM, avec le CRPP. Voilà, on a un ensemble d'acteurs en Dordogne qui souhaitons voir émerger un petit peu plus la pérédance. On a participé à la formation donc, de pairs ressources en santé mentale. Et puis, depuis la fin de l'année 2020, on a le soutien de la Fondation de France pour recruter un mi-temps de pairs ressources sur le C2A. Et je vous laisse d'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous intéressées, le contact d'Esper Dordogne, le mail. Donc, c'est esper24@gmail.com. Rapidement, le profil des usagers du C2A. Alors pour le moment, on a 36 personnes qui, au 31 décembre 2020, suivaient la formation au rétablissement du C2A, un petit peu plus de femmes que d'hommes. La personne la plus jeune a 22 ans, la plus âgée 49. Voilà pour les détails. Et des personnes qui vivent 2/3 autour de Bergerac ou à proximité de Bergerac. Il faut bien voir que le C2A, c'est vraiment un dispositif de proximité puisqu'il faut que les personnes puissent venir plusieurs fois par semaine. S'agissant des diagnostics, on accompagne plutôt des personnes dont les vulnérabilités psychiques rentrent dans le champ de la schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants, les troubles de l'humeur, troubles bipolaires ou les troubles de la personnalité ou du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives. Mais voilà, on est plutôt sur 2/3 troubles schizophréniques, 1/3 troubles bipolaires, troubles de l'humeur. Les médecins psychiatres avec qui on travaille, c'est majoritairement les médecins psychiatres du pôle Bergerac, bien sûr, mais on a aussi 2 psychiatres libéraux avec qui on est très en lien. Et ce qui est très intéressant, c'est que des psychiatres libéraux nous disent aujourd'hui qu'avec un dispositif comme le C2A, ils peuvent suivre en ville des personnes qui ont des vulnérabilités psychiques relativement importantes, qu'ils n'auraient pas suivies seuls. Donc, quand ils savent que les personnes sont sur le C2A, ils sont beaucoup plus prompts à pouvoir les accompagner en tant que psychiatre de ville. Je pense que là aussi, il y a des collaborations qui peuvent se faire de manière assez inédite avec ce type de dispositif. Alors, rapidement, quelques mots sur l'évaluation d'efficacité du C2A. Dans le cadre du bilan d'activité 2020, on fait un travail d'évaluation. Alors, d'une manière générale, au démarrage du C2A, puis tous les 6 mois, chaque usager auto-évalue 45 critères en donnant une note de 0 à 10 sur tous les aspects de sa vie. Et puis, il y a des autotests validés sur tout un tas de thèmes. La qualité de vie, l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, l'anxiété, la dépression, l'adhésion au traitement, l'insight, voilà, tout un tas d'autotests. On a constitué 2 groupes, un groupe 1 de 11 usagers présents au C2A depuis plus d'1 an et un groupe 2 de 13 usagers présents au C2A depuis plus de 2 ans. Alors, concernant la qualité de vie, si on regarde les résultats par auto-évaluation des usagers, donc là, les usagers mettent des notes de 0 à 10. On a constitué donc les 2 groupes, le groupe bleu depuis plus d'1 an, le groupe vert depuis plus de 2 ans, et on voit qu'on a une augmentation de plus de 24% pour le groupe 1 et de plus de 43% pour le groupe 2. Et globalement, si on regarde l'évolution de la qualité de vie par rapport à une note sur 10, en moyenne, on était autour de 5 avant l'intervention du C2A, et puis on arrive progressivement à peu près à passer donc d'une note de 5 sur 10 à 7 sur 10. Donc quand même une amélioration significative de la qualité de vie au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. On a évalué ensuite la qualité de vie avec un autre outil, un autotest validé. Et là, finalement, on retrouve à peu près les mêmes résultats, une augmentation de 19% pour le groupe 1, de 43% pour le groupe 2, et avec, sur cette échelle-là, un niveau de vie qui passe d'un niveau plutôt moyen au début à un niveau, là aussi, nettement amélioré avec l'intervention du C2A. Autre critère sur lequel je vous dis un mot, c'est l'estime de soi, qui est pour nous un élément qui montre que la démarche de rétablissement fonctionne. Et puis, l'estime de soi, c'est aussi, avec le temps, quand elle s'améliore, un moteur du rétablissement.
Ce qu'on constate souvent, c'est qu'avant le démarrage du C2A, les personnes ont une estime de soi extrêmement faible. Là, sur nos deux groupes, il y a une différence d'ailleurs assez nette entre le groupe 1 et le groupe 2, mais avant le C2A quand même, l'estime de soi, là on est sur une auto-évaluation des usagers qui mettent des notes sur 10. Les notes moyennes, on voit qu'elles sont presque inférieures à 5, et même pour un groupe, le groupe vert avant le C2A, on est sur une note qui est inférieure en moyenne à 3,5 sur 10. Donc on voit qu'il y a une estime de soi extrêmement faible, et une estime de soi très faible, c'est un frein au rétablissement. On voit donc ensuite avec l'intervention du C2A, l'évolution, plus 32% pour le groupe 1, plus 100% pour le groupe 2, et globalement une estime de soi qui passe à un niveau qui s'approche en moyenne presque de 7 sur 10. Donc on peut dire que là aussi, avec l'intervention du C2A, l'estime de soi est considérablement améliorée. On a aussi évolué l'estime de soi avec un autre outil, par autotest validé cette fois, et on retombe là aussi un petit peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire une amélioration assez importante pour le groupe 1 et le groupe 2, et le passage d'un niveau d'estime de soi qui était sur cet autotest-là d'un niveau faible à un niveau moyen. Donc, on peut dire qu'avec l'intervention du C2A, ça permet aux personnes, dans un premier temps déjà, au bout d'un an, au bout de 2 ans, de retrouver une estime de soi dans la moyenne. Et on peut même imaginer que si les personnes continuent à s'investir sur le C2A dans leur démarche de rétablissement, elles pourront peut-être à terme avoir un niveau d'estime de soi élevé. Alors, la vie sociale et professionnelle, puisque ça, c'est un facteur important de la qualité de vie des personnes. Là, c'est un des par auto-évaluation. Donc là, les personnes mettent des notes sur 10 et c'est un des critères sur lesquels les notes sont les plus faibles pour les personnes avant le démarrage du C2A. Là, on voit d'ailleurs les moyennes pour le groupe 1 et le groupe 2. On est inférieur à 4 sur 10. Donc, c'est un des points les plus faibles pour les personnes avant le démarrage du C2A. Et c'est un domaine dans lequel les personnes progressent le plus avec le C2A, plus 99% pour le groupe 1, plus 127% pour le groupe 2. Alors, on a été voir un petit peu dans le détail la situation au 31 décembre 2020 par rapport aux usagers qui étaient inscrits au C2A au 31 décembre. On constate qu'on a 11% des personnes au 31 décembre qui démarrent le C2A, 29% qui sont centrés sur le renforcement de leur bien-être global, donc ils sont plutôt centrés sur le bien-être physique, psychique et social. Mais on a ensuite le reste des usagers, soit 60%, qui sont déjà dans une démarche de retour vers la vie sociale. Donc, il y en a certains qui développent leur vie sociale par le travail avec l'aide d'un partenaire, pour 40% d'entre eux. On en a 14% qui développent leur vie sociale par le logement et 6% qui développent leur vie sociale par le bénévolat ou la participation à une association, ce qui fait quand même, voilà, si on fait le total des 3 dernières catégories, 60% des personnes engagées au C2A au 31-12 qui sont déjà dans un projet de retour à la vie sociale. Un petit mot de la permanence famille. On a fait passer un questionnaire aux familles début janvier pour leur demander un retour par rapport à cette permanence famille. Les retours sont que cette permanence répond à 80% à leurs questions, que ça les rassure pareil à hauteur de 80%, que pour une personne sur 2, c'est source d'espoir. Pour toutes les personnes qui viennent à la permanence famille, ça leur apprend des choses et ça les aide à mieux gérer la relation avec leurs proches malades. Pour 80% des personnes, ça les aide à voir de manière plus positive les perspectives d'évolution de la personne qu'ils accompagnent. Et pour 90% d'entre eux, les témoignages des familles, des autres parents leur ont été utiles. Voilà. Il y en a même pour 40% qui s'autorisent à aider d'autres parents à partir de leur expérience. Et il y en a quand même 60% qui disent que ça leur permet aussi de rencontrer d'autres parents avec qui ils veulent rester en lien. Et là aussi, c'est très important puisque les parents aussi sont un peu à l'image parfois des usagers dans une grande détresse, une grande solitude, un grand isolement. Et grâce à cette permanence famille, ça leur permet de briser un peu cet isolement. Et globalement, ils mettent une note de 9 sur 10 sur cette permanence. Donc, on a là un retour très positif. Voilà, pour conclure, avant qu'on garde du temps pour les échanges, je remercie évidemment toute l'équipe du C2A. Anaëlle Lacour, donc notre enseignante en activité physique adaptée, Marine Blondel, la deuxième psychologue qui nous a rejoint en juillet, Marie-Noëlle Masson, notre attachée de recherche clinique, et puis toutes les personnes qui co-animent avec nous les différents groupes. Je remercie les usagers pour leur confiance, les familles également, nos partenaires et plus particulièrement l'UNAFAM Bergerac, le docteur Angélique de Serval pour sa confiance depuis le début de ce projet. Et puis voilà, je tenais à remercier également Sylvaine Sellerier, la directrice de l'hôpital Vauclair, ainsi que tous les directeurs adjoints qui sont très investis sur ce projet, Lino Gécléry, Didier Sebar et Mathieu Sajou, voilà, sans quoi le C2A ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la richesse de cette intervention. Je pense que nous avons 37 participants, donc voilà, c'est le moment des questions. Vous pouvez donc, pour ce faire, réactiver vos micros. Et si c'est fluide, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la parole les uns après les autres. Merci beaucoup. Alors, comme tout le monde est timide, je vais commencer. Je voulais juste témoigner en fait à mon niveau de la réussite du C2A, parce que je suis un ancien usager. Et pendant l'intervention, j'ai écrit quelques points, donc je vais vous les dire. Ma vie était à l'arrêt, j'avais pas d'amis, pas de copines, pas de travail. Et au-delà de pas avoir tout ça, j'étais dans une idée que j'avais pas de perspective en fait. Non seulement j'avais pas de travail, mais selon moi, je pouvais pas convaincre un employeur de m'embaucher pour différentes raisons. Et avec le C2A, donc déjà la dépression a été supprimée. J'ai arrêté le tabac. Je fais du sport 3 fois par semaine. J'ai des amis. J'ai une copine avec laquelle je suis pacsé. Et j'ai acheté un logement dont je suis le propriétaire depuis 2 ans. J'ai repris des études. Donc, j'ai fait une première année, je ne vous dis pas l'orientation, mais à l'université, j'ai eu 14 de moyenne, plus de 14 de moyenne générale. Et donc là, je suis en deuxième année. Au niveau de ma personnalité, en fait, je suis devenu optimiste alors que ce n'était pas du tout le cas, même personnellement, mais même au niveau de mon milieu, en fait, ce n'était pas du tout quelque chose qu'on cultivait. J'ai une estime qui est plus réaliste et j'ai une confiance en moi qui a augmenté. Donc, typiquement, par exemple, je pouvais bégayer en m'exprimant à une seule personne, alors qu'aujourd'hui, je parle devant 30 personnes. J'ai eu de l'ambition. Et en fait, donc je ne suis plus en lien avec le C2A parce que j'ai aussi déménagé à 800 km. Et je n'ai plus besoin du C2A parce que je suis autonome. Le C2A, maintenant, il est dans ma tête, en fait. Les objectifs, je les fais moi-même, je m'encourage moi-même. Enfin, voilà. Je voulais juste témoigner de ça. Super. Moi, je dis rien parce que tout est dit. Hein. Merci, Nicolas. Allô? Allô? Oui, Bonsoir. bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Monsieur Yinke Komlan. Oui, Et je suis psychologue au Togo. Et donc, oui, j'ai eu votre lien sur Internet. Et donc, j'ai souhaité participer au webinaire pour apprendre un peu sur la réhabilitation. Et donc, désolé que je n'ai pas commencé au début, mais l'expérience de Nicolas est très enrichissante dans la mesure où, en tant que psychologue dans un centre psychiatrique aussi, j'accompagne les patients, mais le volet réhabilitation n'est pas tellement développé. Et donc, ça m'a permis de mieux voir cet aspect parce que je suis en train d'implémenter actuellement le côté réhabilitation pour les patients parce que chez nous, la médication est très très dense. Et donc, ça fait que les rechutes sont très importantes et les patients à un moment donné sont fatigués du traitement. Et donc, certains n'ont pas de boulot, mais ceux avec qui j'essaie de commencer par introduire volet réhabilitation commencent par trouver des activités à y rester et à persévérer aussi dans le traitement. Et donc, j'ai trouvé le webinaire très intéressant. Mais si le docteur Anthony peut me donner quelques éléments ou bien disons sa présentation, je sais pas, bon, ça me permettrait un peu de m'inspirer et d'améliorer aussi ma prestation. Sinon, moi je suis au Togo, dans le centre psychiatrique de référence, l'hôpital psychiatrique de Zébé, au sud du Togo, à Neho. Donc c'est Monsieur Yenke. Je suis doctorant à l'UPJV à Amiens. Je fais ma thèse
oui, oui, j'accompagne surtout les personnes, les adolescents et jeunes adultes qui consomment le cannabis chez nous ici. Donc, je fais Hum, un travail spécifiquement sur ça pour les aider aussi à trouver leur équilibre, quoi. Très bien. Ben, vous aurez le lien hein, dans quelques temps là, de la présentation parce qu'il y a peut-être des aspects qui ont été abordés un peu rapidement et vous Oui, pourrez revoir la vidéo, revoir certaines choses que j'ai abordées. Et puis à la fin, il y a mon mail. Donc si vous souhaitez qu'on reste en contact, c'est possible. très important pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. C'est automatique. Allô, allô. Il y a quelqu'un qui essaie de parler. Oui, Diana, allez-y. Je vous en prie. Bonjour. Euh, Attendez, je cadre un petit peu mieux l'image. Ici. Ouais. Bon, en fait, je viens d'écrire quelque chose sur le chat et simplement, je vais le lire à tout le monde parce que je vois que c'est pas directement passé. C'est où converser, voilà. Alors, voilà, merci, Anthony, merci pour cette intervention. Pour moi, le C2A se comporte comme un espace safe, un lieu entre concernés qui permet des interactions libres de jugement et favorise ainsi l'expression des individus. Cela, cumulé aux activités et transmissions organisées, procure un bon étayage pour la procédure de rétablissement. Et aussi, je voulais mentionner qu'il n'y a pas de pression sur le projet de vie dans le cadre du C2A et le salariat n'y est pas le seul horizon social. Souvent, facteur d'anxiété ou d'inhibition dans d'autres espaces, peut-être moins à la pointe du rétablissement. Et merci encore, Anthony. Voilà pour mon intervention. Merci, Diana. Je vais prendre la parole, Fabrice Montoyo. Donc, je suis médiateur de santé père. J'exerçais au G21 à Ronchin, dans l'île métropole, jusqu'à ce que je déménage sur Sarlat pour suivre ma compagne qui a changé d'emploi. Bon, évidemment, le C2A à Bergerac, on voit que ça fonctionne, on voit que ça fait du bien, que ça obtient des résultats tangibles. Et donc, je pose une question à Anthony Robin. Comment faire pour créer un second C2A à Sarlat, qui se trouve à 1h20 de Bergerac, Ouais. et qui se trouve au milieu, enfin, sur ce secteur, il y a un hôpital de jour, il y a de moins en moins de psychiatres. Même trouver un médecin généraliste qui sache parler normalement aux gens, c'est un peu difficile. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner pour créer un C2A sur Sarlat? Alors, c'est la question, finalement, maintenant, elle se pose à Sarlat, mais elle se pose ailleurs. Hein. Il y a des personnes de Périgueux qui m'appellent, qui me disent, mais où est le C2A de Périgueux? J'ai une dame de Toulouse pour sa fille qui m'a dit pareil, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse du C2A de Toulouse? Et un monsieur de Bourgogne à Auxerre. Donc, effectivement, au fur et à mesure qu'on présente un petit peu ce dispositif C2A, il y a beaucoup de personnes qui voilà, se disent, ou des parents, hein, ou des usagers qui se disent, mais voilà, finalement, on aimerait, nous, avoir cet outil à proximité. Bon, après, je crois que c'est un outil qui est quand même, c'est pour ça qu'on fait un gros travail un peu de modélisation, d'abord nous, pour essayer de l'affiner encore et de le rendre encore plus efficace, mais aussi pour que d'autres personnes s'en emparent. L'avantage du modèle C2A, c'est que c'est un modèle qui est complémentaire des soins psychiatriques qui existent déjà. Donc, ça n'oblige pas à désorganiser des choses pour avancer sur le C2A. C'est vraiment quelque chose qu'on peut développer en plus de l'existant et qui rend encore plus efficace, j'ai envie de dire, l'existant. Parce qu'avec le C2A, finalement, les soins psychiatriques, ça renforce l'efficacité des soins psychiatriques. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, alors nous, on est très concentrés sur le travail qu'on fait au quotidien sur Bergerac, donc on ne va pas pouvoir
prendre notre petit bâton et puis aller sur tous les territoires, même si on en aurait envie, construire des petits C2A partout. Je crois que l'idée aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment que les usagers, les familles, les soignants réfléchissent pour voir si ce modèle peut convenir à notre territoire. Mais je crois que vraiment, dans toutes les… Alors, il y a des grandes villes qui ont des grandes structures de réhabilitation psychosociale, donc qui sont déjà un petit peu dotées. Et ce n'est pas le cas, évidemment, sur plein d'autres territoires. Donc, l'avantage du modèle C2A, c'est qu'il pourrait être vraiment complémentaire d'unités médicales, de réhabilitation, par exemple, voilà, sur certains sites. Et puis, il pourrait y avoir sur des villes moyennes ou plus petites des C2A qui pourront vraiment accompagner les familles et les usagers au quotidien dans la proximité. Et l'avantage du C2A, donc, c'est qu'il n'y a pas d'intervention médicale directe. Nous, on l'a construit évidemment en partenariat avec le soutien, l'accompagnement et le regard du docteur Angélique de Serval, mais au sein du C2A, il n'y a pas de temps médical. Donc, c'est vrai que ça demande des psychologues coordonnateurs pour faire les suivis individuels, co-animer les groupes, et puis quelques intervenants professionnels sur des sujets où on a besoin de compétences expertes, la diététique, la méditation de pleine conscience, l'activité physique adaptée, voilà. Mais finalement, je pense que le C2A est un modèle économique finalement qui coûte beaucoup moins cher que parfois des grandes équipes soignantes avec des infirmiers, des aides-soignants, du temps médical. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce modèle C2A est certainement duplicable sur d'autres territoires et il a l'avantage du coup de soutenir usagers, familles et puis d'intégrer aujourd'hui ce qui va, j'espère, nous concerner tous de plus en plus, les pères aidants. Donc, je pense que l'expérience du C2A, maintenant, elle est établie depuis 3 ans. On a quelque chose d'un petit peu solide. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire maintenant, il faut que les personnes sur les territoires s'approprient un peu cette expérience pour peut-être pour la dupliquer ou la faire vivre. Voilà. Nous, on va continuer évidemment à notre niveau et puis on va témoigner de ce qui se passe, nous, sur notre territoire, voilà, pour que ça aide peut-être d'autres personnes à s'en emparer. En tout cas, c'est notre souhait pour les usagers et les familles, évidemment. Est-ce que j'ai un peu répondu Oui, alors sauf à une question, oui. Comment est généré le chiffre d'affaires en fait, qui paye? L'activité. Notre activité, elle est cotée. C'est-à-dire, voilà, les suivis individuels, les groupes, ça génère une activité et l'hôpital aujourd'hui est rémunéré par rapport à cette activité-là, voilà, en partie. Donc, finalement, le C2A, c'est une unité fonctionnelle à l'hôpital comme un CMP, un hôpital de jour, et voilà. Donc, on est dans une structure hospitalière, donc on cote notre activité. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une certaine crédibilité quand même. On génère quand même une activité importante sur l'ambulatoire, nous, du pôle Bergerac. Voilà. Alors maintenant, si l'hôpital ne veut pas se lancer dans une aventure comme ça, est-ce que c'est possible de l'adosser à une association comme la Page ou Altea ou ces grosses associations? Pourquoi pas? Je pense que la question, j'ai envie… Alors, l'intérêt quand même d'avoir un C2A porté par une équipe hospitalière en santé mentale adulte, c'est que nous, on a une proximité avec les services de soins, les services d'hospitalisation, le CMP, l'hôpital de jour. Donc, ça nous permet des actions directes avec nos collègues, une vraie coordination, un vrai lien qui génère de l'efficacité et qui nous permet en tant que coordonnateur de parcours, par exemple, justement d'éviter les ruptures de parcours, les rechutes. Donc, on est très réactif. Quand des familles viennent nous interpeller, dès le lendemain matin, moi, je suis au CMP avec les équipes en train de voir quelle action on va pouvoir faire ou avec un médecin sur une unité d'hospitalisation. Donc, un C2A qui est créé par une équipe hospitalière, l'avantage, c'est qu'on a tous les leviers quand même, tous les liens avec les médecins, les soignants, des équipes de soins. Donc ça donne de l'efficacité. Alors après, on peut imaginer un C2A porté par une association, mais du coup, il y aura un petit peu moins, évidemment, cette proximité qui, je pense, donne de l'efficacité. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose et d'en profiter pour répondre à une question qui demande justement, qui me permettra de préciser le rôle des centres ressources par rapport à ça aussi, par rapport à ces demandes, ce maillage territorial et cet accompagnement professionnel notamment. Donc, le centre ressources là, de Lyon, ses missions sont transversales. La première mission visible, évidemment, c'est l'alimentation du site internet que vous connaissez sûrement. Je crois que je vais
je vais vous mettre le lien, mais je pense que vous avez peut-être trouvé l'accès du webinaire par ce biais-là. Donc, ce site internet, sa vocation, c'est de diffuser évidemment énormément d'actualités en lien avec la réhabilitation psychosociale, mais également de proposer une cartographie des centres en France et des supports, de mettre en lien aussi les offres d'emploi, les formations proposées, un gros panel d'éléments qui sont à destination autant des professionnels que des personnes concernées, que des familles. Et donc, en lien avec les professionnels, on reçoit chaque année des équipes de différentes régions qui ont le projet de monter un centre de réhabilitation, qui ont chacun des moyens particuliers, des contextes spécifiques. Et donc, en lien avec ça, on leur propose une sorte de kit d'accompagnement, on va dire, vis-à-vis des questions qu'on reçoit, très souvent. Et des petits retours d'expérience aussi et des conseils pour aussi offrir des leviers un petit peu plus faciles en fonction des contextes dans chaque région. Mais c'est vrai que souvent, ça implique qu'il y ait déjà une sensibilisation, un semblant de noyau d'équipe. Et puis, c'est souvent ça qui est le plus complexe, mais même si c'est cette étape-là qui bloque, on peut aussi offrir peut-être des conseils et des contacts aussi. Et donc, je vous parlais de ces visites où ici, en fait, le centre ressources de Lyon est adossé à un centre sur CL3R, c'est son nom, l'équivalent du C2A sur Lyon, qui est le centre de réhabilitation clinique qui reçoit, avec aussi un service TS2A autour de l'autisme. Et voilà, et du coup, on couple généralement ces visites avec une visite, une rencontre des professionnels sur place et des éléments plus méthodologiques d'accompagnement. Voilà, si je réponds un petit peu à la question. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site aussi. Il y a certains outils qu'on vous enverra plus facilement par mail qui ne sont pas forcément sur le site, mais on commence à se faire une boîte à outils assez intéressante. Voilà. Je vois qu'il y a une question. Quelle est la taille du bassin de population que vous couvrez avec le C2A? Donc là, on est vraiment sur le Bergeracois. Donc on est, la ville, c'est 26 000 habitants, plus le bassin de population autour. Je ne me rends pas trop compte, peut-être, je ne me souviens plus. On avait noté ça dans un appel à projet. Je vois Evelyne, mais si Evelyne, tu te souviens du chiffre, je veux bien que tu le tapes sur le clavier, mais je ne sais plus. Mais ça reste une petite ville, hein, Bergerac. Donc voilà, la ville 26 000, peut-être autour 40 000. Voilà, c'est un petit bassin de population. Voilà. Hélène, je vois qu'elle est toujours connectée. Je veux bien, Hélène, si ça vous dit de dire un petit mot. Est-ce que c'est possible pour vous? Je veux bien parler, mais je ne sais pas comment activer ma caméra. On vous entend en tout cas, déjà c'est super. Donc, moi, je voulais témoigner, tout comme Diana et tout comme Nicolas, qui ont été, à mon avis, de très bons ambassadeurs du C2A. Je pense que c'est une démarche qui est extrêmement enrichissante sur le plan personnel. Je crois qu'on se construit en tant qu'individu, bien au-delà du trouble psychique. La réhabilitation est primordiale et on se sent solide en tant qu'être humain, quoi. Bien au-delà du trouble psychique. C'est l'expérimentation que j'en ai faite tout au moins. Très bien. Merci Hélène. Alors, je vois qu'il y a une question. Proposez-vous une prise en charge à domicile aussi et quel type de suivi vous proposez aux usagers après leur sortie? Alors non, mais la question du domicile est très importante et j'espère que, on va dire dans les années qui viennent, moi je verrai très bien en complément du C2A le travail d'une équipe mobile.
Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'éviter le plus possible les hospitalisations. Je l'ai évoqué un petit peu dans la présentation au début, notamment les hospitalisations sous contrainte. Donc, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus proactif dans la prévention, l'intervention précoce pour éviter le plus possible les hospitalisations. Et je pense que si on avait en plus de l'outil Permanence Famille qui nous permet d'accueillir des familles et de faire du repérage de situations en difficulté, si on avait en plus sur Bergerac une équipe mobile pour aller faire de l'hospitalisation à domicile ou du soutien à domicile, ça permettrait, et là je pense qu'on serait encore plus efficace pour éviter des rechutes et des hospitalisations sous contrainte. Donc, je pense que ça va être un des défis des années à venir. Il faudrait qu'on puisse se dire finalement comme objectif, même s'il n'est peut-être pas tenable, 0 hospitalisation sous contrainte. Voilà, il faut qu'on sorte de ce modèle français où on attend que les personnes soient en crise pour des hospitalisations sous contrainte qui ont pour premier effet de casser le lien de confiance de la personne hospitalisée contre son gré avec les équipes soignantes. Et après, il y a un long travail pour retisser ce lien et pour travailler ensemble. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui est perdue avec ces crises-là et ces hospitalisations sous contrainte. Donc, je pense que voilà, les équipes mobiles, c'est important et l'intervention à domicile, ça va, je pense, être un enjeu majeur dans les années qui viennent. Et puis, votre deuxième question, quel type de suivi vous proposez aux usagers après leur sortie? Bon, pour le moment, on est au début, nous, de l'expérience C2A, ça fait 3 ans. Donc là, on a des belles expériences comme Nicolas. Il a repris sa vie en main. Maintenant, il n'a plus besoin de nous. Ça ne nous empêche pas de rester en lien quand même. Donc ça, c'est l'autre aspect, je trouve, aussi important de l'accompagnement C2A. C'est-à-dire qu'on est contrairement peut-être à ce qui se passe dans le travail plus traditionnel d'accompagnement en santé mentale, au sein du C2A, on travaille dans la mise en commun finalement de nos forces et de nos vulnérabilités. Et quand je dis nos, c'est autant celle des usagers que celle des familles, que celle des intervenants en santé, des pairs ressources. On a tous des forces, on a tous des vulnérabilités et on les partage. Et on essaye tous d'aller de l'avant, de se rétablir et de maintenir un équilibre de vie satisfaisant. Puis on a tous des pépins à certains moments et on en parle et voilà, on essaie de reprendre le contrôle des choses et de rééquilibrer sa trajectoire de vie. Donc ça, c'est très important. Et du coup, il y a quelque chose d'une relation beaucoup plus proche qui se développe entre les intervenants du C2A et les personnes. Voilà, je considère, moi, on passe des années ensemble. Hein. Il y en a certains maintenant qui sont au C2A depuis 3 ans, qui font leur chemin, leur vie s'améliore, mais ils continuent quand même leur démarche au sein du C2A. Et du coup, ça crée des liens et on est dans un rapport, je trouve, de camaraderie, voilà, d'affection, de soutien réciproque. Et il y a quelque chose de chaleureux qui est extrêmement plaisant au quotidien dans cet accompagnement-là, et j'espère qu'on va continuer à développer cette espèce d'attention les uns pour les autres et de camaraderie qui fait que, je pense, ça nous aide aussi tous à nous sentir bien au quotidien. Donc, on reste en lien. Il y a des personnes qui arrêtent. Bon, il y en a quelques-unes pour lesquelles on n'a pas de nouvelles, mais sinon, les gens, finalement, après leur passage au C2A, je pense qu'ils intègrent un peu une communauté. Voilà. Et il y a quelque chose, je pense, d'un lien affectif qui demeure et je le retrouve dans le témoignage, en tout cas, de Nicolas. Je regarde les questions. Collaborez-vous avec un SAMSA? Non, et sur Bergerac, il doit y en avoir, mais pour le moment, il n'y a pas de collaboration directe établie avec un SAMSA, pour le moment. Je vois les questions. Concernant les pères aidants, c'est vous qui les formez? Alors, on est un ensemble de partenaires sur ce projet. Il y a l'UNAFAM Dordogne, il y a le CRTP, Centre de réhabilitation labellisé de Vauclair également, qui est partenaire. Donc voilà, on est plusieurs partenaires à avoir lancé cette formation en 2019 de pairs ressources en santé mentale. Et puis maintenant, on va essayer d'intégrer du coup ces pairs ressources, la prochaine étape, dans les différents espaces de soins ou de soutien en famille avec l'UNAFAM. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors là, les questions s'accélèrent, donc j'essaie de suivre. Entièrement d'accord pour l'équipe mobile. Bon, bah voilà, on est 2, c'est super. Le SAMSA, j'ai répondu. Alors, il serait effectivement très intéressant de travailler sur le domicile et les personnels soignants libéraux. Oui, pourquoi pas. Oui, dans un département comme la Dordogne assez rurale, c'est important. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, voilà, la question du domicile, c'est un enjeu. Et donc, pour répondre à la question tout à l'heure, Bergerac plus le bassin de vie, environ 60 000 habitants. Voilà, merci Evelyne, c'est bien. Super. Pourquoi avez-vous choisi la tranche d'âge 18-35 ans? Alors,
Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe pour le démarrage du C2A, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le dispositif soit toujours accessible à des personnes jeunes qui entrent, on va dire, dans la maladie. Donc l'enjeu aujourd'hui, si on veut éviter des situations de handicap psychique, c'est d'essayer de proposer le plus tôt possible aux personnes de pouvoir avoir le soutien d'un dispositif comme le C2A. Donc c'est pour ça qu'on le positionne en priorité pour les personnes, les jeunes adultes de 18 à 35 ans pour le démarrage, en sachant que pour le moment, on a une capacité d'accueil de 40 personnes. On n'est pas tout à fait saturé, mais ça va bientôt arriver quand même puisque ça augmente régulièrement. Mais d'une manière générale, si on avait plus de moyens, l'accompagnement C2A est efficace pour toutes les personnes. Donc, on pourrait imaginer que de toute façon, toutes les personnes, quel que soit leur âge, pourraient bénéficier, si elles le souhaitent, et si elles ont les conditions, c'est-à-dire la vulnérabilité psychique qui correspond au soutien qu'on apporte, ça pourrait bénéficier à tout le monde. Mais aujourd'hui, on essaie quand même de mettre la priorité d'abord sur les personnes jeunes qui rentrent dans la maladie. C'est important pour nous. Comment s'inscrit le C2A dans le cadre du PTSM de Dordogne? Alors, je peux peut-être laisser la parole à Evelyne là-dessus, parce que je crois qu'elle a participé à la rédaction de la fiche, Evelyne Augier-Cléry, la directrice adjointe Beauclerc, qui peut vous dire un mot là-dessus. Vous entendez? Oui, parfaitement. Oui, oui, donc en fait, effectivement, le C2A, et je dirais de façon plus générale le rétablissement, c'est une des orientations que l'on avait notées comme étant prioritaires dans les actions du PTSM. Donc, C2A et CRPP en particulier, avec l'idée, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Fabrice Monteiro qui en parlait tout à l'heure, essayer de voir en quoi dans le département on pouvait reproduire le modèle C2A sur d'autres points du territoire de la Dordogne. Donc, le PTSM, d'après les infos que j'ai, c'est toujours en cours, d'après ce que j'ai compris, d'approbation au niveau de l'ARS. Donc, pour l'instant, on est encore un petit peu, je dirais, au milieu de la rivière. Mais ça fait partie, effectivement, des actions un peu prioritaires sur la Dordogne. Voir comment on peut, effectivement, déployer ce modèle. Et la deuxième chose, c'est, effectivement, dans le PTSM, on parlait de la formation des pairs ressources, ça fait partie aussi, c'est une des fiches actions que l'on avait proposées à l'ARS dans le cadre du PTSM. Puisque, effectivement, c'est, voilà, donc ça fait partie pour nous des orientations prioritaires. On en a parlé notamment avec l'hôpital de Périgueux et l'hôpital de Sarlat. Je crois que l'idée, c'est d'essayer le plus possible de pouvoir communiquer entre professionnels, communiquer sur ce qui se fait pour montrer que c'est possible et pouvoir du coup déployer les pratiques en rétablissement dans le département. Je reprends juste la parole pour poser une question. Donc concrètement, Madame Augier-Cléry, c'est qui qu'il faut convaincre pour créer quelque chose à Sarlat? Je dirais que ce qu'il faut convaincre, c'est effectivement les acteurs qui sont aussi sur le terrain. C'est-à-dire effectivement montrer, enfin je ne sais pas ce que Anthony pourra dire, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de montrer que ça marche et de pouvoir montrer que c'est possible, parce que bon, on n'est pas non plus surdoté à Vauclair, loin de là. Et pourtant, ce modèle-là a pu être mis en place et grâce, je crois qu'Anthony l'a dit, notamment au docteur de Serval qui a porté ce projet, qui l'a initié avec Anthony et qui l'a défendu. Donc, je pense que c'est, après, je pense que c'est les acteurs du terrain, s'ils sont convaincus effectivement de la réussite du modèle. Donc après, effectivement, il y a toujours les problèmes de financement. Je ne vais pas dire le contraire en tant que directeur adjoint. C'est un de nos... Voilà. Mais je crois que ce qui est intéressant dans le C2A, c'est que ce n'est pas une structure lourde finalement. Financièrement, ce n'est pas quelque chose qui demande... l'équipe du C2A
bon, là, petit à petit, elle s'est agrandie, mais finalement, au départ, Anthony, elle n'était pas si importante que ça. L'idée, c'est qu'il y a eu à un moment donné, je pense qu'il y a eu un chef de pôle, donc le docteur de Serval en particulier, qui a vraiment pensé que c'était nécessaire de développer ce type de structure. Il y a eu ça, et puis c'est vrai qu'après, il y a eu c'est vrai que sur Vauclair, il y a cet axe de projet médical qui est absolument le développement de la réhabilitation et du rétablissement. Donc c'est un peu la conjonction de ces deux volontés qui ont fait que le C2A et le CRPP aussi a pu se mettre en place. Donc, il faut convaincre le psychiatre chef de pôle de Sarlat. Oui, je pense que c'est un acteur. Enfin, voilà, je pense, Anthony, oui, tout à fait. Tu peux compléter, mais je pense sincèrement qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie volonté, parce que ce n'est pas forcément évident finalement au départ. Hein. Non, et surtout, je pense que Angélique de Serval, au début, elle m'a un petit peu fait confiance sur l'aspect original un petit peu du C2A, mais très rapidement, elle a, poursuivi l'accompagnement médical des personnes qui étaient sur le C2A, et elle a vu l'intérêt finalement en tant que médecin psychiatre qui accompagne les personnes, et aussi en tant que médecin chef de pôle. Hein. C'est-à-dire un C2A, ça veut dire quand même des personnes qui rechutent moins, ça veut dire des familles qui sont accompagnées et soutenues et qui du coup aident leurs proches à mieux se soigner. C'est des personnes qui au C2A comprennent pourquoi elles prennent des médicaments, l'intérêt, gèrent mieux leur traitement. Du coup, voilà, les médecins finalement assez rapidement quand même, ils repèrent tous les bénéfices aussi pour eux et toute la complémentarité du dispositif C2A. Donc après, du coup, ils sont, je veux dire, ils défendent également le modèle. Je crois que c'est ça l'enjeu, effectivement. Il faut effectivement que ça soit porté par tout le monde, voilà, pour que ça ait du sens. Alors, les médecins ont tendance à écouter les médecins plutôt que les autres personnes. Donc, c'est vrai. Pas le docteur de Serval. Voilà, c'est peut-être à mettre à son crédit. Et effectivement, je pense qu'elle a été très à l'écoute dès le départ sur l'aspect aussi un petit peu innovant et nouveau. Je crois qu'effectivement, le C2A, c'est quand même nouveau. Voilà, comme positionnement, comme méthodologie, le fait que c'est la personne elle-même qui décide de débuter le C2A, il n'y a pas de prescription médicale, hein, et le fait qu'aussi à tout moment, la personne peut décider d'arrêter le C2A et puis de nous recontacter quelques semaines après ou quelques mois après si elle souhaite reprendre. Voilà. Bon, donc c'est vrai qu'il y a des spécificités dans ce modèle, mais je pense que y a, je pense, beaucoup de médecins psychiatres qui seraient tout à fait partants pour soutenir et s'engager dans ce type de projet parce que vraiment, je pense que tout le monde en bénéficie, les usagers en premier lieu et les familles, les soignants qui interviennent dans ce type d'accompagnement parce que vraiment, c'est au quotidien, c'est très plaisant et puis on a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile et d'efficace. Et je pense aussi, du coup, toutes les équipes soignants en back-office un petit peu, CMP, unité d'hospitalisation, voilà, parce que ça aide les patients quand même à moins rechuter, à être beaucoup plus autonomes dans la gestion finalement de leurs troubles psychiques. Et donc, c'est un gain pour tout le monde, évidemment. Et je pense qu'on fait des économies aussi. Donc, si on rajoute un peu le niveau institutionnel aussi et l'État, c'est des finances publiques. Hein, on sait quand même que les soins en santé mentale, c'est ce qui coûte le plus cher à la Sécu. Ben, je pense que des dispositifs comme le C2A, quand même, contribuent parce que les personnes, par exemple, consomment moins de médicaments. Plus elles vont bien, plus elles travaillent sur leur bien-être, moins elles ont besoin d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Elles diminuent même, pour certaines personnes, une partie de leur neuroleptique. Donc voilà, je pense que le C2A, c'est un modèle écologique, d'une certaine manière, à creuser, à continuer de développer. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi. Alors, est-il envisageable de proposer un tel projet sur la Gironde ou autre département de la région Nouvelle-Aquitaine? J'aurais envie de dire comme pour Fabrice, hein, sur Sarlat, mais voilà, aujourd'hui, je crois que c'est la question qui se pose. Voilà. Est-ce que c'est possible de créer d'autres C2A ailleurs? Voilà. Bon, ben, nous, on tient à votre disposition voilà, un document de 90 pages qui existe, comment ça marche, et après, voilà, c'est important que les personnes sur le terrain s'emparent de cette expérience pour la faire vivre. Faut couper le mail. Voilà, Evelyne. Ensuite, quelles contraintes avez-vous pu rencontrer dans l'élaboration et la mise en place de ce projet?
alors, on a la chance, là, dans l'accompagnement de ce projet, d'avoir été très soutenu par l'équipe de direction de l'hôpital Vauclair. Hein. Il y avait Pinochet Cléry qui était présent il y a quelques minutes, donc ils nous ont quand même soutenus depuis le début par rapport à nos besoins. Bon, il y a quand même, parfois chez certains soignants, des résistances par rapport au rétablissement. Hein. Ce concept de rétablissement, en France, on voit qu'il a du mal à s'imposer. Et donc, il y a encore aujourd'hui, voilà, dans toutes les catégories de soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, des réticences à aller vers des pratiques professionnelles orientées rétablissement. Donc ça, c'est un vrai enjeu et on l'a rencontré. À Paris, dans l'équipe où j'étais avant, c'était encore plus fort. C'est très clairement, ils n'auraient pas voulu d'un C2A. Donc ce que j'ai fait sur Bergerac, je n'aurais jamais pu le développer dans l'équipe où j'étais avant sur Paris, très clairement. Voilà, donc il y a des réticences et il y a encore un gros travail à faire pour convaincre tout le monde qu'aujourd'hui, l'intérêt de tout le monde, c'est qu'on aille vers des pratiques orientées rétablissement, qu'on aille vers l'intégration de la pérédance, qu'on aille vers l'intégration aussi des familles dans les dispositifs de soins. Voilà, il y a tous ces combats-là à mener et voilà, ça fait partie des choses. Quand on s'engage dans un projet comme ça, on sait qu'il y a ces résistances-là qui vont apparaître et il va falloir les traiter, entre guillemets. Ensuite, il faut des professionnels motivés, investis, prêts à travailler en partenariat pour que les dynamiques s'enclenchent. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, l'expérience qu'on a au sein du C2A, c'est que toutes les personnes nous rejoignent dans l'aventure, que ce soit les personnels, que ce soit les partenaires, on va dire, à l'intérieur de l'hôpital Vauclair, donc en santé mentale de l'adulte, mais aussi les partenaires extérieurs, Cap Emploi, le service d'insertion des papillons blancs. Enfin, on n'a que des bonnes surprises, voilà, de personnes qui nous disent « mais votre projet, on en perçoit toute l'utilité et l'intérêt et on a envie de travailler avec vous et de vous rejoindre dans l'aventure ». Donc aujourd'hui, finalement, ce travail de décloisonnement, parce que c'est ça aussi la santé mentale, c'était bunkérisé, donc il faut exploser les murs, c'est plus possible aujourd'hui, voilà, au XXIe siècle, on en soit encore là. Donc voilà, et ben finalement, les gens de l'autre côté nous disent oui, mais venez, nous, on est tout à fait d'accord pour être en lien avec vous. Donc ça se passe finalement assez facilement. Donc il y a une petite, pour ceux qui veulent les informations sur la formation, c'est Aude qui a posté un petit lien. Quels sont vos degrés de collaboration avec la délégation départementale ARS relative au C2A? Pour le moment, elle n'est pas. On a eu un échange avec une personne de l'ARS voilà, sur Périgueux il y a quelques temps. Mais voilà, pour le moment, en fait, le projet C2A, on va dire, là, on est à la 3e année, mais jusque-là, on était encore dans une phase, entre guillemets, de développement d'expérimentation. Là, ça y est, maintenant, on se rend compte qu'on a atteint un niveau un peu de maturité. Ça fonctionne bien, les usagers, ça y est, voilà, il y en a qui partent, qui sont en cours d'établissement ou établis, qui poursuivent les choses. Donc, on voit que le logiciel fonctionne, les collaborations sont établies un petit peu partout. Et donc, aujourd'hui, voilà, on est sur la question du modèle. C'est-à-dire de dire, finalement, là, on a peut-être quelque chose qui est très efficace et qui peut être reproduit ailleurs. Donc, voilà, on espère que peut-être, oui, l'ARS va se pencher un petit peu plus sur notre expérience peut-être pour se l'approprier un petit peu plus, parce que finalement, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce serait pas mal qu'ils réalisent que voilà, sous le territoire de Bergerac, il y a quelque chose, peut-être une expérience en tout cas, qui mérite peut-être de la mettre un petit peu plus en lumière, en sachant qu'aujourd'hui, quand même, voilà, le C2A existe grâce à l'hôpital Vauclair uniquement. Hein. On n'a pas eu de financement autre. Et quand même, si à la fin d'année, la Fondation de France là, qui nous rejoint pour notamment le recrutement d'un mi-temps de père ressources. Voilà. Ah, il y a une personne qui... D'accord, merci Sandra. Voilà. Oui, d'où l'intérêt de ces communications, et d'ailleurs je remercie Aude et puis la sollicitation du C3RL pour présenter le C2A, mais voilà, voilà, la conviction, ce qui nous porte, je crois que toutes les personnes, je vois Marine qui est là aussi, je crois que toutes les personnes qui interviennent au C2A et puis les partenaires, c'est la conviction qu'aujourd'hui, on a les moyens humains et matériels de pouvoir proposer un accompagnement efficace qui peut quand même réellement changer la vie des personnes et des familles.
Voilà, et que ce n'est pas une question d'argent, puisque le C2A, et Vino Gécléry l'a très bien dit, là actuellement c'est 3 temps plein. Hein. On a des personnes ensuite qui co-animent des groupes et qui viennent très ponctuellement, mais voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, faire évoluer les pratiques et aller vers le rétablissement dans le champ de la santé mentale de l'adulte, développer le champ de la réhabilitation avec différents partenaires et différentes actions, ce n'est pas qu'une question de moyens. Je crois que le C2A, c'est ce qu'on montre. À notre petit niveau, on est le petit poussé de la réhab. Mais voilà, je crois qu'on peut faire plein de choses. Voilà, faut juste la méthode. Voilà, effectivement, ça demande d'être rigoureux sur les moyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est accessible sur tous les territoires. Et c'est ça, pour nous, l'intérêt de l'expérience C2A, c'est que ça me semble reproductible à peu près partout en France. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez en 1 minute, vous pouvez peut-être répondre à la dernière question, et ce sera la toute dernière. Très bien. Alors, merci pour cette. OK. Le C2A intègre-t-il des personnes souffrant de dépression unipolaire sévère? On n'est pas sectaire. Comment dire? Oui, l'idée, je crois que le premier critère, enfin, il y a 2 critères. C'est un critère d'âge aujourd'hui quand même, pour essayer d'aider en priorité les personnes qui rentrent dans la maladie. Et puis, l'idée, il faut que la personne ait un trouble psychique avec un traitement relativement lourd. Voilà, parce que c'est là-dessus qu'on va vraiment aider les personnes ensuite à pouvoir mieux vivre avec aussi cette question d'un traitement au long cours et d'un trouble psychique chronique. C'est ça qu'on va évaluer en début. Et pas tant le diagnostic médical, entre guillemets. Merci beaucoup. Voilà. Je suis désolée, je pense qu'on va devoir… Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de questions et on voit bien aussi que les différents échanges que vous avez pu avoir après votre présentation ont été très riches et montrent qu'on a besoin aussi peut-être d'espaces d'échange comme celui-ci et aussi d'identifier des interlocuteurs, pourquoi pas, et de mettre en commun nos pratiques quand on n'en est pas tous au même niveau. Mais voilà, ce qui c'est quand même encourageant sur la place, l'attente qu'il peut y avoir au niveau de la réhabilitation psychosociale en France. Encore un immense merci, Monsieur Robin, de votre présence aujourd'hui. Et également, merci à tous les participants pour toutes vos questions et vos retours qui font la richesse aussi de ces temps. Au niveau donc le CRR met en place des webinaires tous les mois. Donc le prochain d'avril, a priori, on a presque calé, ça traitera de stress et psychose, quelles interactions, quelle protection, perspective croisée entre neurosciences et psychiatrie clinique. Voilà, donc on part sur autre chose, mais n'hésitez pas à revenir jeter un œil là-dessus. Et c'est pareil, si parmi les personnes qui participent à ces webinaires, vous avez aussi des thèmes à proposer ou des suggestions d'intervention, n'hésitez pas. Merci encore pour tout et je vous dis donc à une prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.